Guadalajara, Mexique. Une grande ville comme une autre, où les rues recouvrent un labyrinthe de tuyaux, de câbles et de tunnels. Un labyrinthe auquel personne ne prête attention. Jusqu'à ce que l'impensable survienne et que 206 habitants perdent la vie. Grâce à des techniques informatiques de pointe, nous sommes en mesure de retracer ce qui s'est passé. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la Minute de Vérité, l'enfer à Guadalajara. Amérique latine, Mexique, Guadalajara. 21 avril 1992, 1h30 du matin. Le moment le plus chaud de l'année à Guadalajara, deuxième ville du Mexique. C'est la Semaine Sainte. Dans le quartier populaire de Reforma au sud-est, une odeur nauséabonde se fait sentir depuis 2 jours. Les Gomez et leurs 4 enfants vivent dans l'une des rues les plus peuplées de Reforma, Gante. Mais même en pleine nuit, ils ne peuvent pas dormir. Et ce n'est pas à cause de la chaleur. Je suis allée aux toilettes. L'odeur était terriblement forte. Ça sentait tellement l'essence qu'on ne pouvait pas rester à l'intérieur. Tous les voisins se plaignaient que les égouts, les toilettes et les tuyaux d'évacuation sentaient l'essence. 7 heures du matin. À 20 pâtés de maison des Gomez, Socorro Rios se met au travail dans sa boutique de tortillas. Ses voisins pensent que l'odeur est peut-être due à une fuite de gaz dans sa cuisine. Par précaution, elle appelle la compagnie du gaz. 2 ingénieurs effectuent un contrôle et ne trouvent rien. Mais les voisins continuent à se plaindre et elle rappelle la compagnie. Ils sont revenus et cette fois-ci, ils ont changé le régulateur. Maintenant, d'après eux, tout allait bien. Mais il y avait toujours une odeur épouvantable. Je ne savais pas quoi faire, alors je n'y ai plus fait attention. 10 heures du matin. À présent, il n'y a pas que l'odeur. Des habitants disent voir des panaches de gaz sortir des plaques d'égout. Il se passe quelque chose sous terre. Mais il n'est pas rare que les égouts sentent mauvais. Guadalajara est une ville champignon. Dans la course pour développer les industries et créer des emplois, les entreprises ont souvent fait fi des normes environnementales et rejeté illégalement des déchets dans les égouts. Une heure de l'après-midi, l'odeur s'intensifie. Jorge Santoyo travaille pour le service des eaux, SIAPA. Il est responsable de la sécurité et de la santé publique et il est inquiet. Nous avons examiné les égouts pour chercher la source de la contamination. L'inspection ne permet pas de trouver la cause de ce phénomène. Entre-temps, la brigade des pompiers affirme qu'il n'y a rien à craindre. Cela fait maintenant 3 jours que l'odeur se fait sentir. Et malgré les affirmations des autorités, le problème s'aggrave. Les habitants découvrent de l'essence dans leur alimentation en eau potable. Maria de Jesus González vit au 547 rue Gante. Je suis allée à l'évier et j'ai eu très peur en ouvrant le robinet parce que ça sentait comme une pompe à essence. 2 heures de l'après-midi. Les panaches de gaz sortant des plaques d'égout atteignent près de 2 mètres de haut. Le service des eaux s'inquiète de plus en plus. Quand on teste les gaz dans les égouts,
Les résultats indiquent 100% de risque d'explosion. Selon des témoins, un employé du service des eaux conseille aux habitants de quitter leur maison en leur expliquant que les égouts au-dessous de la rue Gante sont une bombe à retardement. Mais les autorités municipales continuent à demander à la population de ne pas bouger et de garder son calme. Certains riverains sont si inquiets qu'ils s'aventurent dans les égouts infestés de rats pour se rendre compte par eux-mêmes. Parmi eux, Sergio Gomez, étudiant en ingénierie qui travaille à mi-temps dans l'entreprise de plomberie de sa famille. On était nerveux à cause de l'odeur d'essence qui émanait non seulement des plaques d'égout, mais aussi des toilettes. Des échantillons ont été prélevés par certains voisins et certaines administrations. En les examinant à la lumière, les vapeurs avaient l'aspect et l'odeur de l'essence. Minuit. L'odeur est de plus en plus forte. Le service des eaux est désormais très inquiet. Les ingénieurs ne parviennent toujours pas à découvrir la provenance de l'odeur. Craignant une explosion imminente, ils injectent de grandes quantités d'eau dans les égouts pour diluer l'essence. En entendant le bruit généré par ce branle-bas, Maria de Jesus González sort voir ce qu'il se passe. Il y avait des tas de pompiers, de policiers et d'employés des transports publics. Et je leur ai demandé si c'était dangereux de rester dormir là. Ils m'ont dit de faire ce que je voulais. Tout ce qu'ils faisaient, c'était simplement nettoyer les égouts. Si on voulait partir passer la nuit chez des parents, qu'on le fasse. Sinon qu'on reste, parce que tout allait bien. Il n'y avait pas de danger. 9h40 du matin, le 22 avril. Cela fait presque 4 jours que les problèmes ont commencé à Reforma. Les plaintes sont tellement nombreuses que le capitaine des pompiers Trinidad López Rivas donne une interview à la radio pour tenter de calmer les esprits. Il soutient que la situation est sous contrôle et qu'il n'y a pas de risque d'explosion. Ces propos lénifiants passent au bulletin d'information du matin. Mais la réalité est bien différente. Les gens de Guadalajara savent que quelque chose ne va pas. Ils peuvent le voir, le sentir et le goûter. La dangereuse accumulation de gaz explosifs dans l'égout principal menace de plus en plus la ville de Guadalajara. Ça fait maintenant 4 jours que les riverains se plaignent de l'odeur. Ils voient même de l'essence sortir de leur robinet. Malgré tout, le capitaine des pompiers, López Rivas, maintient qu'il n'y a rien à craindre. Les ingénieurs du service des eaux tentent désespérément de localiser la source de la contamination. Leurs mesures montrent que la situation est critique. Pourtant, Jorge Santoyo, responsable de la sécurité et de la santé publique, est dans l'impossibilité d'ordonner aux habitants de quitter la zone. La décision d'évacuer ne pouvait pas être prise par nous. Elle était du ressort des pompiers ou de la protection civile, parce que ce sont eux qui étaient en mesure de déterminer s'il s'agissait ou non d'une situation à haut risque. Personne ne veut donner l'ordre d'évacuer. Ne sachant plus que faire, les habitants contactent une radio locale. Le journaliste Luis Fernando Loza se précipite sur place. Il est scandalisé de voir que la population est laissée dans l'ignorance. Personne ne les a prévenus. Ni les autorités municipales, ni les autorités gouvernementales n'ont pris la responsabilité de dire « il faut partir ». Personne n'a osé ordonner une évacuation à si grande échelle. Cela ne s'était jamais fait auparavant. On ne savait pas comment s'y prendre.
10 h du matin, le 22 avril 1992. Lilia Ruiz part faire ses courses. Vers 10 h, j'ai décidé d'aller au marché. Il se trouvait près de la rue Gante. Je suis montée dans le bus 333. 10h05 du matin. Dans la boutique de tortillas, Socorro Rios est rejointe par sa sœur Alejandra. Quand ma sœur est arrivée, il y avait beaucoup de clients qui attendaient des tortillas. Alors je lui ai demandé de m'apporter un seau d'eau. Mais comme elle m'avait apporté mon petit déjeuner, elle m'a répondu « Je vais te chercher du jus de fruits en face ». Je lui ai dit « Non, va d'abord chercher de l'eau ». 10h05 et 30 secondes. Au lieu de traverser la rue pour chercher du jus de fruits, Alejandra part dans la direction opposée, à l'arrière de la boutique. Cela lui sauvera la vie. La boutique de tortillas de la rue Rio Lagos est frappée de plein fouet par l'explosion. Quand je me suis retournée, j'ai vu une lumière très vive. Extrêmement vive. Et un boom si bruyant que j'ai été complètement aveuglée et assourdie. Sa boutique s'effondre sur elle. Elle est ensevelie sous les gravats. L'explosion se propage sous terre le long des égouts. À 3 pâtés de maison de là, le bus 333 se ferait un passage dans les rues encombrées. Lilia Ruiz fait partie des passagers. Je ne me souviens d'aucun bruit, d'aucune voix, aucun cri, rien du tout. Je pense que j'ai été touchée instantanément et très fortement. Si fortement que j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris conscience, on me sortait déjà des décombres. Je ne saurais jamais dire comment je suis sortie du bus. La chaussée et les maisons ont disparu, remplacées par un immense cratère courant le long de la rue dévastée. Mais ce n'est que le début. Les explosions se propagent dans les égouts, détruisant tout sur leur passage. Sergio Gomez est chez lui, rue Gante, avec sa famille, pour célébrer son 25e anniversaire. C'était un bruit étouffé qui venait de sous la terre. Ça a secoué la maison, des fissures sont apparues sur les murs et la rue est devenue noire. J'ai attrapé ma mère et je l'ai traînée sous l'encadrement d'une porte. J'ai crié à mes sœurs de faire pareil. La maison tremblait. Il y a eu de nombreuses explosions très fortes. Les choses tombaient, les fenêtres se brisaient. « 10h06 du matin. Les premiers appels arrivent au central de la Croix-Rouge. L'un signale un accident. Un bus est tombé dans un fossé. Les explosions continuent. Il y en a une à 10h10. Une à 11h30. Aucun lieu n'est sûr. Personne ne sait où se réfugier, ni où la prochaine détonation aura lieu.
La maison de María de Jesús González, rue Gante, est détruite en quelques secondes, la piégeant sous les décombres. J'ai senti le sol se dérober sous moi. Et quand je suis tombée, un homme mort est tombé de côté sur moi. Et son menton m'a fracturé le cou. Con su barba de él, me fracturó el atlas. La Croix-Rouge est submergée d'appels. Une maison a complètement disparu. Des plaques d'égout sautent. Des blessés ont besoin d'aide rapidement. Des gens sont en train de mourir. Socorro Rios est toujours enseveli sous les ruines de sa boutique, ignorant si on va la retrouver. Je me sentais impuissante, parce que quand j'étais au milieu des gravats, je ne pouvais même pas respirer. Je me suis mise à prier Dieu. J'ai entendu une voix qui me disait « N'aie pas peur, je serai toujours avec toi ». Et c'est là que j'ai perdu connaissance. Avec tant de rues détruites ou bloquées, les secouristes ont bien du mal à atteindre Socorro ainsi que les autres blessés. Ils parviennent finalement à la boutique de tortillas et commencent à dégager Socorro. Je suis revenue à moi quand il me sortait. Un taxi est arrivé et nous a emportés, ma sœur et moi, au centre médical. Il est 10h20 du matin, 14 minutes après la première explosion. Et d'autres explosions secouent la ville. Beaucoup touchent la rue Gante. María de Jesús González est toujours coincée. Elle a le cou fracturé et ne peut pas bouger. Mais elle peut voir ce qui se passe autour d'elle. Une petite fille est tombée près de moi. Et puis un bloc de béton lui a écrasé le côté droit de la poitrine. Et elle s'est vidée de son sang. Le quartier de Reforma ressemble à une zone de combat. Pour les survivants comme Sergio Gomez, la scène est inimaginable. Il n'y avait plus de maisons, juste des ruines. Il s'est écoulé plus d'une heure depuis la première explosion, mais ce n'est pas fini. À 11h30, 2 détonations simultanées ravagent les rues Rio Bravo et Rio Nilo. L'étendue des dégâts est gigantesque. On compte déjà 100 morts. De nombreuses personnes sont gravement blessées. Les explosions s'arrêtent un moment. Les équipes de secours peuvent enfin intervenir pour rechercher les survivants et envoyer les blessés à l'hôpital. Mais le répit est de courte durée. 2h20 de l'après-midi. Une dernière explosion éventre l'une des artères principales de Reforma, González Gallo. Des photos satellites prises quelques minutes plus tard montrent l'étendue de la catastrophe. Le cauchemar a duré 4 heures et 14 minutes. Les dégâts s'étendent sur 8 km, le long de la rue Gante, de Rio Bravo, de Rio Nilo et jusqu'à González Gallo. C'est comme si une explosion avait détruit Paris de la porte Maillot à la porte de Vincennes. José Hernández-Cler est photographe de presse. Il emprunte une moto et parcourt les rues dévastées pour saisir ces images étonnantes. On aurait dit une zone de guerre. Ça m'a fait un choc d'arriver et de voir le degré de destruction. Il m'a fallu plusieurs minutes pour réagir et me mettre à prendre des photos.
J'ai vu ce camion sur les ruines d'une maison. Ça illustrait vraiment la violence de l'explosion. Ça m'a montré comment une énorme explosion pouvait faire atterrir un camion de plusieurs tonnes à cet endroit. Je voyais des gens figés, comme ensorcelés. 5h11 de l'après-midi. La Croix-Rouge fait état de 170 morts et d'au moins 500 blessés. Avec tant de victimes, les hôpitaux sont rapidement surchargés. Des stades sont convertis en centres de secours de fortune. La Croix-Rouge lance un appel pour recevoir du matériel médical, du sang et du plasma. Un stade est transformé en morgue géante. On y aligne 146 corps. Les survivants arrivent, appréhendant de découvrir un proche. Un panneau à l'entrée les prévient. Ce que vous allez voir sera très douloureux, mais nous sommes là pour vous aider dans toute la mesure de nos moyens. Il y a toujours des centaines de disparus. Beaucoup de sauveteurs fouillent les décombres à main nue pour retrouver des survivants. Voulant aider, certains amènent des bulldozers pour dégager les gravats. Mais il est trop tôt, il y a peut-être encore des survivants enfouis dessous. Dans un acte d'audace et de bravoure, Sergio Gomez et ses amis se couchent devant les bulldozers pour les arrêter. Il n'a pas fallu longtemps à l'équipement lourd pour arriver. Ils ont fait démarrer les bulldozers, ils ont accéléré et avancé. Mais nous n'avons pas bougé. Finalement, des instructions ont été envoyées, les autorités sont arrivées et ils ont arrêté les machines. À 10h du soir, le président mexicain Carlos Salinas arrive sur les lieux du drame. Il lui faut jusqu'à l'aube pour arpenter les rues dévastées. Il est stupéfait par l'énormité de ce qu'il voit. Plus de 15 000 personnes sont sans abri. 1440 sont blessées et 206 sont mortes. Le président ordonne au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête et exige un rapport dans les 72 heures. Il veut connaître la raison de la tragédie. En remontant le cours des événements et en reprenant l'enquête pas à pas, nous pouvons révéler ce qui s'est réellement produit. Des animations créées par ordinateur vont vous emmener là où aucune caméra ne peut aller, au cœur de la zone sinistrée. Guadalajara se trouve dans une zone sismique. À l'instant de la première explosion, les sismographes atteignent 3,3 sur l'échelle de Richter, l'équivalent de plus de 13 tonnes de TNT explosant d'un seul coup. Un tremblement de terre ayant son épicentre dans le quartier de Reforma a-t-il pu provoquer la tragédie? La zone dévastée évoque les suites d'un séisme, mais en étudiant les dégâts, les enquêteurs réalisent rapidement qu'ils dessinent une ligne continue qui suit le chemin des rues. Un tremblement de terre ne pourrait pas avoir un tel effet. Cette hypothèse est donc écartée. Les enquêteurs s'intéressent alors aux tunnels souterrains qui s'étendent sous Reforma. Et ils font une découverte stupéfiante. Guadalajara a été éventré par une série d'explosions. Il y a quelque chose dans l'eau.
À l'aide de techniques infographiques, nous allons explorer le cœur de la zone sinistrée pour révéler ce qui s'est passé. La question qui se pose aux enquêteurs est de savoir ce qui a pu provoquer ces explosions aussi destructrices qu'un tremblement de terre. La ligne de destruction suit le principal égout souterrain. Durant les 3 jours qui ont précédé, beaucoup d'habitants se sont plaints d'une odeur d'essence. Il doit donc y avoir de l'essence dans les égouts. Mais d'où vient-elle? Reforma est un quartier industriel. Il y a plus de 40 fabriques et usines chimiques dans les environs. La plus grande est une raffinerie de la compagnie pétrolière nationale, Pemex. Elle devient la cible des enquêteurs, mais ils butent immédiatement sur un mystère. Au moment des plaintes, la direction de Pemex a effectué ses propres tests. Ces tests révéleraient que la raffinerie et l'équipement sont en parfait état et que Pemex n'est pour rien dans la catastrophe. Mais ils indiqueraient la présence d'un autre produit chimique dangereux dans les égouts. Les ingénieurs de Pemex sont venus sur place. Ils ont déclaré, compte tenu de la nature des explosions et du type de vapeur trouvé au point de prélèvement, que cela avait pu être causé par un gaz appelé hexane, utilisé dans l'industrie alimentaire. L'hexane possède beaucoup des propriétés de l'essence et une odeur similaire. Plus important encore, c'est un liquide très inflammable qui émet des vapeurs très explosives. Et il possède un point d'éclair très bas, de seulement moins 22 degrés centigrades. L'hexane est utilisé pour extraire de l'huile de divers végétaux et céréales, pour en faire une huile de cuisson. Scott Steedman est un ingénieur des travaux publics spécialiste des catastrophes. L'hexane est un irritant puissant. Il provoque des vertiges et ses vapeurs sont très toxiques. Il est extrêmement inflammable et c'est l'une des dernières choses qu'on a envie d'avoir dans un égout. Les dirigeants de Pemex publient un communiqué affirmant qu'une usine de fabrication d'huile de cuisson a rejeté de l'hexane sous terre. Mais cette entreprise, la centrale, nie toute responsabilité. Elle déclare n'utiliser qu'une très faible quantité d'hexane dans son processus de production. Pas assez pour provoquer des explosions aussi violentes que celles qui ont frappé Reforma. Leurs dénégations sont étayées par les enquêteurs qui examinent des échantillons d'eau prélevés la veille du drame. Ils ne trouvent aucune trace d'hexane. Ce n'est donc pas ça qui a provoqué la catastrophe. Donc les affirmations de Pemex sont fausses et les habitants de Reforma sont toujours convaincus que l'essence est à la base de tout. Ils savent que ce n'est pas la première fois que des explosions se produisent et que certaines ont eu lieu récemment dans ce même quartier. Une en 1983, l'autre en 1991, un an seulement avant la catastrophe du 22 avril. Toutes deux ont été assez puissantes pour faire sauter des plaques d'égout et toutes deux ont été provoquées par de l'essence. L'avocate Raquel Gutiérrez représente plusieurs familles touchées par le sinistre. Le premier incident a eu lieu en 1983, près d'Independencia. Il y a eu des explosions dues à un mélange d'hydrocarbures lourds. C'était pratiquement dans la même zone que sont survenues les explosions de 1992. Mais si c'est l'essence qui est responsable, d'où provient-elle ? La ville de Guadalajara se trouve au-dessus d'un important pipeline d'essence. Un pipeline d'acier pressurisé de 30 cm de diamètre, construit en 1973, achemine l'essence depuis les raffineries de Pemex à Guadalajara, près de Reforma, jusqu'à Salamanca, à 238 km de là. Les enquêteurs inspectent le pipeline.
Puis, ils font une découverte capitale. Près de la raffinerie de Pemex, un trottoir est inondé d'essence. La fuite provient de sous la terre. Mais le pipeline pressurisé est en acier. Comment peut-il y avoir une fuite? Le réseau souterrain de canalisation de Guadalajara s'est constitué parallèlement à la croissance économique. Le résultat, un labyrinthe désorganisé de tuyaux et de câbles qui se chevauchent en tous sens. En creusant sous le trottoir inondé, les enquêteurs découvrent qu'une conduite d'eau a été courbée pour passer autour du pipeline pressurisé. Au point de contact entre les deux, il y a un petit trou qui laisse passer l'essence. Comment la conduite d'eau a-t-elle pu percer le pipeline en acier bien plus solide? On fait appel aux meilleurs métallurgistes mexicains, Jorge Uruchurtu et José María Malo, pour trouver la réponse. De la façon dont c'était posé, le gros trou dans la canalisation d'eau coïncidait avec ce trou. À mesure que l'érosion fait son œuvre, la paroi du pipeline s'amenuise et une fuite survient. D'après les métallurgistes, c'est la différence de composition entre les deux tuyaux qui a provoqué leur corrosion. Différents métaux ont différentes compositions chimiques. Et quand ils entrent en contact, cela peut provoquer une réaction chimique qui peut mener à l'érosion de l'un ou l'autre métal, ou des deux. La conduite d'eau est en fer, couvert de zinc. Le pipeline est en acier. Ensemble, dans un milieu humide, ces métaux se détruisent mutuellement. Le trou ne faisait qu'1 centimètre de diamètre, mais la pression a fait jaillir l'essence. On estime que 600 000 litres d'essence très explosive ont fui dans le sol. L'équivalent de 18 pétroliers, une énorme quantité de carburant. La fuite dans le pipeline est située à quelques mètres à peine de l'un des tunnels d'égout de Reforma. Se répandant rapidement dans le sol alentour, l'essence enveloppe le tunnel, s'infiltre par les fissures et pénètre dans le réseau d'égout. Comme si la contamination des égouts ne suffisait pas, l'essence s'infiltre dans les conduites d'eau et pénètre dans l'alimentation en eau potable du quartier. Les enquêteurs savent à présent comment l'essence est arrivée dans les égouts et l'alimentation en eau. Mais ils sont toujours perplexes. Pourquoi tant d'explosions sur une période de 4 heures? Après avoir établi que les violentes explosions qui ont ravagé la ville mexicaine de Guadalajara étaient dues à une fuite dans un pipeline d'essence, l'équipe d'experts tente de comprendre pourquoi il y a eu plusieurs déflagrations au lieu d'une seule et unique gigantesque détonation. Elle découvre que Guadalajara a fait étendre son réseau ferroviaire en ajoutant une nouvelle ligne souterraine. Mais les ingénieurs qui ont creusé ce nouveau métro se sont heurtés à un problème. Le principal égout de la ville leur barrait le chemin. Pour construire la nouvelle ligne de métro, ils ont dû dévier l'égout principal vers le bas, puis le faire remonter en formant un U sous la ligne de métro. Les enquêteurs se rendent compte que les explosions se sont propagées vers le sud à partir du point de déviation de l'égout. C'est un indice important et l'enquête se focalise alors sur le tunnel d'égout. Les égouts sont généralement bâtis en pente pour que la gravité entraîne les déchets vers le bas. Mais la construction du nouveau métro a forcé le tronçon du tunnel d'égout à pomper son contenu vers le haut. Or,
Les pompes ne sont conçues que pour entraîner des déchets liquides. Les vapeurs d'essence, elles, ont tendance à s'accumuler. Cela a eu des conséquences très graves, parce que si les fluides pouvaient passer dans le U et sortir de l'égout, les vapeurs restaient piégées en amont de la ligne de métro. En amont de la ligne de métro, il y a la rue Gante, et les vapeurs bloquées remplissent peu à peu tout l'égout entre ces deux points. 3 jours avant les explosions, les habitants de Reforma se plaignent de l'odeur dégagée par les égouts. L'odeur était très forte. Ça empestait l'essence. 36 heures avant les explosions, les vapeurs d'essence commencent à se concentrer. Une partie s'échappe par les plaques d'égout et les tuyaux d'évacuation. Le reste s'accumule dans plusieurs tronçons de l'égout, formant des poches de gaz très explosives. Ces poches jalonnent l'égout principal qui court sous Reforma et plusieurs petits tuyaux d'alimentation. Les vapeurs d'essence se sont accumulées dans l'égout principal et la concentration en gaz était plus élevée à certains endroits et moins à d'autres. Les vapeurs remplissaient certaines parties de l'égout, mais à des concentrations différentes, et les concentrations les plus élevées risquaient d'exploser en premier. 24 heures avant la catastrophe. L'odeur atteint l'égout qui débouche devant la boutique de tortillas de Socorro. Les 4 jours précédents, ça sentait le gaz. Les clients me demandaient s'il y avait une fuite. Ils me disaient, ça sent très fort, qu'est-ce qui se passe? 26 minutes avant la première explosion, le capitaine des pompiers déclare à la radio qu'il n'y a aucun risque d'explosion. Il se trompe. Les conséquences de la fuite d'essence et de l'accumulation des gaz sont inévitables. Ce n'est plus désormais qu'une question de temps. 10h06 du matin. La première explosion survient à 675 mètres du point de déviation de l'égout autour de la ligne de métro. Elle détruit la rue du 20 novembre et le haut de la rue Gante. 10h10. Une deuxième explosion massive éventre une grande partie de la rue Violeta. 2 détonations à 11h30 ravagent Rio Bravo et Rio Nilo. Puis à 2h20 de l'après-midi, l'égout qui traverse en sous-sol la rue González Gallo explose. L'enchaînement d'événements malencontreux s'arrête là. Mais il reste une question à élucider. L'essence fuyait depuis des mois. Pourquoi la catastrophe a-t-elle eu lieu le 22 avril? Pour répondre à cette question, les enquêteurs doivent remonter aux jours qui ont précédé le drame. La nuit du 18 avril, les riverains ont eu du mal à dormir, mais pas seulement à cause de la forte odeur qui s'échappe des égouts. La température à Guadalajara atteint alors les 31 degrés. Cette chaleur persiste jusqu'au petit matin du 22 avril. En atteignant les canalisations, la chaleur fait s'élever les vapeurs d'essence en plus grande quantité vers les rues. Elles sont à présent à leur point d'éclair. Il ne manque plus qu'une étincelle. Paradoxalement, ce sont peut-être les efforts du service des eaux pour localiser l'odeur qui ont déclenché la catastrophe. Ce jour-là, dans toute la ville, des équipes soulèvent les bouches d'égout pour libérer les vapeurs d'essence. Le choc du métal contre le métal peut provoquer une étincelle. Peut-être un ouvrier enfonçant un levier dans une plaque ou remettant celle-ci en place a-t-il créé l'étincelle fatale. Les tests effectués par les autorités avaient révélé un risque élevé d'explosion dans les jours précédant la catastrophe.
Pourquoi n'a-t-on pas ordonné l'évacuation de Reforma et sauvé des centaines de vies? Le bilan de la catastrophe qui a frappé Guadalajara, une ville de plus de 3 millions d'habitants, a été officiellement de 206 morts. Ces morts auraient-elles pu être évitées? Les tests effectués par le service des eaux les jours précédents, le jour fatidique, indiquaient 100% de risque d'explosion. Pourquoi aucune mesure n'a-t-elle été prise? L'enquête du ministère de la Justice s'est soldée par 9 arrestations. Le maire de la ville, Enrique dos Flores, 4 responsables de Pemex, 3 employés du service des eaux et un fonctionnaire du gouvernement. Ils ont effectué 8 mois de détention préventive, mais ne sont jamais passés en justice. Tous ont été libérés sans inculpation, et l'enquête a été déclarée close sans que personne n'ait été reconnu responsable de la catastrophe. C'est lamentable de voir comment un événement de cette nature, qui n'aurait pas dû surprendre les autorités, les a prises au dépourvu. Elles n'ont jamais pensé qu'il allait se produire un désastre de l'ampleur du 22 avril. Une évacuation massive aurait pu sauver les habitants de Guadalajara. Mais ni la police, ni les pompiers, ni aucun responsable public n'a voulu prendre cette décision. Les habitants du quartier mettent même en doute le bilan de 206 morts. Personne ne sait vraiment à combien il s'élève. Le rapport officiel ne donne pas le détail du nombre de blessés ou des dégâts matériels. La compagnie d'assurance Lloyds, basée à Londres, qui a couvert le sinistre, estime pour sa part que 252 personnes sont mortes. 1440 ont été blessées et que plus de 15 000 ont perdu leur maison. Les dégâts auraient touché 1124 habitations et 450 entreprises. La Lloyds chiffre le coût entre 300 millions et 1 milliard de dollars. Mais le prix humain de la tragédie est incalculable. Socorro Rios Blas s'est fracturé le crâne et le dos dans l'explosion. Effectuer un travail physique est désormais trop douloureux pour elle, et elle ne survit que grâce à l'aide de sa famille. Je ne peux pas travailler. Je ne peux plus soulever de lourdes charges. Je dois me reposer beaucoup à cause de la douleur permanente. Je dois prendre des médicaments toute la journée. Maria de Jesus González s'est fracturé le cou. Elle doit porter une minerve pour soutenir sa tête. Après 5 ans, celle-ci est usée et elle n'a pas les moyens de la remplacer. On m'a toujours dit que ma vie ne tenait qu'à un fil parce que mon cou est tassé et que c'est la minerve qui soutient ma tête. Vous avez peut-être remarqué que ma tête penche d'un côté. C'est très douloureux. Lilia Ruiz a perdu sa jambe gauche. Une fois par an, avec d'autres survivants, elle retourne sur les lieux de la catastrophe pour assister à une messe à la mémoire de tous ceux qui sont morts. Le propriétaire de cette ancienne maison de la rue Gante a perdu 5 membres de sa famille. Il a fait le vœu de ne jamais la reconstruire. Le site restera à jamais un mémorial aux victimes. La perte de tant de vies est due à une suite d'événements déterminants qui a trouvé son aboutissement ce jour-là. Une conduite d'eau mal conçue et placée trop près d'un pipeline d'essence a provoqué une réaction appelée corrosion galvanique. Les 2 tuyaux se sont mis à fuir et l'essence s'est infiltrée dans le sol. L'essence a enveloppé le principal tuyau d'égout de la ville. Elle a pénétré dans le tuyau et inondé l'égout. Les égouts, les toilettes, les canalisations sentaient l'essence.
Les vapeurs d'essence sont restées bloquées dans un tronçon de l'égout en pente ascendante, redessiné pour faire passer un nouveau métro. Les vapeurs ne pouvaient s'échapper que par les plaques d'égout et les tuyaux d'évacuation des maisons. Toutes ces odeurs ce jour-là ont provoqué des maux de tête, des nausées et des vomissements, tellement elles étaient fortes. La température élevée a fait l'effet d'une serre sur les gaz volatiles. Une étincelle a enflammé les vapeurs, provoquant la première explosion. C'était un bruit étouffé qui venait de sous la terre. Ça a secoué notre maison, des fissures sont apparues sur les murs et la rue est devenue noire. Une série d'explosions a alors secoué le réseau d'égouts, dévastant les rues de la ville sur 8 km. Et après la catastrophe, Pemex a fermé sa raffinerie de pétrole et détourné son pipeline à haute pression pour le faire passer loin de la ville. Aujourd'hui, Guadalajara possède un nouveau réseau d'égouts, doté d'un système de surveillance de pointe. Il mesure en permanence les gaz et les toxines dans les égouts pour éviter qu'une pareille tragédie ne se reproduise.